de trouver l'ombre Ije Katigaïeg et son roman Aime-moi comme tu es. De lourdes charges pèsent contre ce roman. Oui, là j'ai bien compris. Tu vois. Ouais, très lourde. Haute addiction, encouragement à l'insomnie et exacerbation des émotions. Oui. De nombreuses plaintes ont été portées contre ce roman par des employeurs excédés de trouver leurs employés hagards le matin au boulot. Qu'avez-vous à répondre à cette accusation? Bon, je répondrai pour la deuxième fois, hein parce qu'il n'y a toujours pas d'avocat pour me représenter. Donc ce bouquin, je l'ai écrit sous l'influence de Emmanuel et Tom qui m'ont tout soufflé à l'oreille, qui voulaient que j'écrive leur histoire. Donc je ne suis pas la seule responsable, je tiens à le dire quand même. J'aimerais bien qu'on répartisse les charges. Par contre, ces charges, je les prends volontiers parce que j'ai vraiment voulu délibérément embarquer les lecteurs et oui, les amener à ce que vous décrivez, à ce que tu décris, pardon, Denis, monsieur le procureur ou tout ce qu'on veut, les embarquer à ce point-là. Donc si, allez, je prends. D'accord. Du moment que l'amour circule. Nous allons maintenant arriver au roman proprement dit. Pouvez-vous nous en parler en quelques mots? De quoi parle ce roman? Donc c'est un roman qui met en scène deux personnes, un homme et une femme, que tout oppose dans la vie. On m'a dit il n'y a pas très longtemps, finalement, il n'y a que l'amour qui est leur point commun. Ben, je dirais c'est déjà pas mal. Et donc, c'était pas une critique, hein, la manière dont on me l'a dit, en tout cas pas une critique négative, mais quand on a l'amour en commun, c'est déjà beaucoup. Et donc, c'est vraiment une histoire improbable qui fait souvent mal, qui fait du bien aussi, je l'espère en tout cas. Et c'est ce qu'on m'a dit. Donc, nous allons maintenant appeler un premier témoin à la barre. Donc, j'appelle Emmanuel. Par l'effet de la schizophrénie, Emmanuel va chausser ses lunettes. Alors, Emmanuel, pouvez-vous vous présenter? Oui, je vais. Je m'appelle Emmanuel. J'ai vu le jour il y a 40 et quelques années. À cette époque, je suis unique, sans parasite, brute de décoffrage, prête à affronter la vie avec, paraît-il, de belles dispositions, de quoi me construire une vie plutôt idéale. Le problème, c'est les autres. Parfois, c'est l'enfer. Ma tête s'est rapidement fait squatter par des colocataires assez infréquentables. Une lutte s'est alors engagée entre elles et moi. Non pas que je veuille à tout prix les faire dégager, mais au moins qu'elles se taisent et me laissent vivre en paix avec mon moi de base. Je les connais bien maintenant, j'en ai identifié 4. La pétasse à l'eau de rose. Au minimum, elle veut être une princesse. Elle est rose à paillettes, mièvre au possible. Son répertoire, c'est la sensiblerie. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on l'aime. Avec un grand A et des cœurs partout. Elle est amoureuse tout le temps et de n'importe qui. Elle est amoureuse de l'amour ou de tout ce qui s'en approche. La punk rebelle autodestructrice. Arrogante, provocatrice, elle dépasse toutes les limites. Elle fume, elle picole parfois. Les méandres des paradis artificiels sont tellement plus beaux que la réalité des gens normaux. Son univers, c'est les écorchés vifs. Ceux qui brûlent la chandelle par les debout, l'obscurité de la vie, torturer son corps et son esprit. Elle ne se fait aucun cadeau et écrabouille tous ceux qui voudraient la ramener à la raison, parce que tout ce qui est raisonnable, elle déteste. La grosse feignasse au goût de luxe. Des journées entières vautrées sous sa couette à ne rien faire d'autre que zapper à la recherche de ce qui se fait de plus débile à la télévision. À sa décharge, l'époque actuelle lui offre un vaste choix. Asseoir sa paresse dans un intérieur de bon goût, se laisser vivre à l'abri du besoin, faire du shopping avec une carte à débit illimité, c'est tout ce qu'elle attend de la vie. La petite fille abandonnée, craquante, c'est ma préférée et elle le sait, la chipie. Elle a peur de tout, tout le temps. Elle ne veut pas être seule. Elle veut qu'on la rassure, qu'on soit gentil et qu'on la laisse faire des bêtises. Tous les enfants font des bêtises, n'est-ce pas? Elle prend son petit air désolé, se tortille un petit peu les mains, bafouille en demandant pardon, promet d'être sage et c'est gagné. Elle peut retourner jouer. Comme je ne les maîtrise pas toujours, j'essaie au moins, mais souvent en vain, de faire régner un peu d'ordre, que tout le monde ne parle pas en même temps, que chacun range son bordel, que l'on ne se marche pas sur les pieds. Quand l'une parle, que les autres soient à l'écoute de ce qu'elle a raconté. C'est pas gagné tous les jours, mais je suis tenace. Et je les dompte parfois, le temps d'une trêve. Le résultat de cette cohabitation, c'est une vie un peu décousue. Plusieurs vies en une seule, parfois anarchique et parfois bien rangée, souvent douloureuse, mais jamais sans relief. Puis vient la rencontre avec Tom, le beau gendarme du GIGN.
les premiers moments, donc bonheur intense, et l'enlisement à Satori. Tom, qui ne regarde plus Emmanuel. Pouvez-vous expliquer à la cour cette peur que vous avez de la routine au sein du couple, votre constante recherche de féminité, et à quoi cela fait-il écho dans votre vie, Emmanuel? Alors, on va parler de la maman d'Emmanuel, hein, souvent entre les mères et les filles, des choses qui se jouent, hein, on le sait. Ma mère a tenté de trouver des réponses, qu'on lui raconte son histoire, qu'elle soit plus jolie ou plus laide, peu importe, mais que ce soit la sienne. Elle a comblé les brèches comme elle pouvait, mais n'a remplissé vite que de mauvais whisky. Incapable de se construire petit à petit. Elle s'est détruite, elle s'est mise à porter des robes de chambre, un losange molletonné qui boulochait. Elle ne se maquillait plus, n'épilait plus ses aisselles, ses dents s'effritaient, et elle faisait ses courses en chaussons. Alors qu'elle avait gardé le corps svelte de ses 20 ans et qu'elle aurait pu se permettre, à 40 ans, elle est devenue vieille et alcoolique. Je m'étais alors promis en observant cette mère à la dérive que jamais je ne renoncerais aux belles choses, aux petits détails qui font la féminité, sans en faire trop, en dosant, en faisant du sport et du shopping, en lisant, en écoutant France Inter, en côtoyant la culture. Je ne laisserai aucune chance à la reproduction du schéma familial de s'installer dans mes escarpins. Tu es magnifique, me disait-il sans l'ombre d'un doute dans la voix. Je ne m'étais jamais trouvée magnifique. Mais si cet homme-là le pensait, alors je voulais bien faire semblant de le croire. Je relevais ma longue tignasse rousse en chignon. Il aimait toujours ma nuque découverte, et je me plantais devant le miroir au-dessus du lavabo. Est-ce que cette image est magnifique? Je me souviens les avoir longtemps regardés jouer, et un jour je m'étais approchée du groupe dans la cour de récréation. Avec des vraies manières de fille, je faisais valser les godets de mon nouveau manteau vert en faisant des petits tours sur les pointes. Ça s'ouvrait comme une corolle, c'était très joli. Assez joli pour que je me paye l'audace d'espérer que le beau petit garçon blond voudrait être mon copain. Il m'a propulsé au centre de la ronde. J'ai d'abord cru que c'était pour jouer, mais devant tous les visages édentés et hilars, il a scandé avec un rire méchant « Emmanuel, elle est pas belle !» Les autres ont repris en chœur. J'aurais voulu me sauver tout de suite, courir chez Mémé, jeter mon manteau, lui raconter mes misères et me faire consoler. Je suis rentrée à la maison après l'école. Ma mère était là. Ça va. Agacée par je ne sais quoi. Ça se voyait quand ce n'était pas le moment. Excusez-moi, ça va, fais-moi regarder. Cathy, on t'aime. J'ai posé sur la table de la cuisine les 2 clichés qu'on nous avait distribués le jour même. Photos de groupe et photos individuelles. La frange coupée de travers, le sourire forcé, le col de mon soupul orange godillant sous le menton. On a tous eu ça. On a tous le même traumatisme du soupul. Exactement, ça marche. Soupul qui gratte. Oui, affreux. Je n'aurais pas dû lui raconter mon humiliation publique. Que pouvait-elle me dire? Elle ne supportait pas mes larmes pour des raisons aussi futiles, et elle avait mal à la tête. En jetant un œil distrait sur ma photo, comme un constat sans appel mais pas dramatique, elle a donné raison au petit garçon blanc en soupirant. Heureusement que tu es intelligente, parce que c'est vrai que t'es pas belle. Dur. Donc votre histoire d'amour avec Tom s'est menée rapidement en une vie de couple. Pouvez-vous nous expliquer quel a été votre ressenti quand vous avez compris que votre vie avec Tom ne serait pas conventionnelle, et surtout ce qu'allait impliquer les premiers départs de Tom à l'étranger? Donc Emmanuel, on est d'accord? Toujours Emmanuel. C'est Emmanuel. Il y a un hôpital ici, après, dans le coin. Oui, pas loin. On a réservé une chambre. Donc le ressenti de... Ok. C'est jamais, évident, je crois, de vivre une histoire de couple qui sort des stéréotypes qu'on nous a appris depuis petit, c'est-à-dire que normalement un couple, ça vit à deux et tout le temps, ensemble. Voilà, à la limite, il peut y avoir des fois une petite soirée ou une petite chose, mais sinon, en général, on partage le même appartement, la même maison, on est ensemble et on ne se quitte pas. Et
Au-delà du fait qu'il y a des métiers qui sont particulièrement à risque et qui bien sûr engendrent des peurs parce que chacun sait, la peur c'est l'inconnu, donc quand on ne connaît pas, on a très peur pour l'autre. Et puis en plus on découvre de vivre dans le manque. C'est ce qui fait aussi, je pense, que la lassitude n'existe pas chez ces couples-là. D'accord. Si on y survit. Et je crois qu'il y a un petit texte Oui. qui rapporte. Oui, absolument, absolument. C'est un petit texte, non, c'est pas celui-là. Je vais y arriver, excusez-moi. C'est quand même ma première lecture en public. Merci, hein, c'est gentil. Te souviens-tu de ces tout premiers soirs, ceux des gestes élégants, des regards profonds, de ta délicatesse? Te souviens-tu comme nous nous étions promis de ne pas être les pansements de nos blessures passées? Tu pleures pas, hein, parce que je sais. Mon pauvre amour, au moment même où nous nous faisions cette promesse, tu étais déjà collé sur mon échancrure béante. Tu colmatais, tu protégeais, tu soulageais. J'en oubliais la plaie. Je me laissais cicatriser doucement, en confiance entre tes mains expertes. Tu ne t'en apercevais pas, mais tous ces bienfaits dégoulinés de mon corps au tien se répandaient sur tes blessures. Je les voyais se refermer, chaque jour moins douloureuses que le précédent. Tu lâchais du lest. Je distillais des petites doses de bonheur sur tes écorchures. Je soufflais sur le mal. Nous nous sommes délicieusement réparés. Ce qui se passait dans ta tête restait inaccessible. J'étais attendrie par ce mystère, cette sensibilité qui suintait de chacun de tes pores. Je ne voulais rien bousculer. Ne pas gratter là où ça fait trop mal. Juste être à l'écoute de tes yeux et apprendre à décrypter tes sourires. Tu répondais à mes questions par des questions. Une petite pirouette et on change de sujet. Ainsi, nous pouvions passer des nuits entières à parler sans que jamais tu ne dévoiles ce qui se passait réellement entre toi et la dizaine d'habitants qui peuplaient ta tête. Tu vois comme j'ai été patiente, tu vois comme il faut aimer pour te suivre dans ton tempo, aussi pudique avec les mots qu'impudique avec nos corps livrés, sans retenue à nos débordements charnels. Comment peux-tu me malmener avec autant de gentillesse et d'indifférence? Comment peux-tu me laisser simplement attendre ce que l'on t'a appris à ne jamais laisser paraître? Fous-moi la paix avec tes coucous du bout du monde. Laisse-moi juste avec mes souvenirs. Garde-le ton amour, bien au chaud, bien planqué. Mets ton corps en danger chaque jour, mais surtout protège bien ton cœur de mes élans désespérés. Alors, nom de Dieu, mon amour infernal, dis-moi que j'ai tort. Dis-moi juste que tu n'as pas assez de mots pour tant d'amour. Dis-le et je te donnerai ma vie. J'accepterai la tienne, les tiennes. Sors de ton bocal, ouvre les vannes. Je sais que ça bouillonne là-haut. Je sais que derrière la façade si calme, c'est la tempête dans ton crâne. Si tu restes coincé là, tu vas boire la tasse de ta vie. Tu vas te noyer dans ton propre jus et je ne pourrai rien pour toi. Je commence à penser que le cœur s'est invité dans le cul et qu'il n'aurait pas dû. Je ne lui ai jamais envoyé cet email, ni les autres. Je suis restée, moi aussi, en surface, au même niveau que lui. Donc, une histoire d'amour où les deux protagonistes se soignent l'un l'autre, où ils ont leurs fêlures, leurs blessures. Oui. Je vais maintenant appeler à la barre Tom. Par contre, j'ai perdu la page. C'est bon, je l'ai. Donc, Tom. Oh, mais je vais rester là. Tu restes là? Tiens, pas de raison. Non, non, parce que là, comme ça, là, si je fais des erreurs. Oh, c'est bon. Donc, Tom qui va nous parler un peu de comment il voit sa relation avec Emmanuel quand il est à Bagdad et qu'il sent le manque chez Emmanuel. Alors, la parole est à Tom. Bagdad, mars 2009. Emma ne va pas bien, je le sais. Je sais aussi que je suis responsable de sa peine. Il me suffirait de lui écrire ce qu'elle a envie de lire, et elle pétirait. Elle retrouverait l'énergie de sortir de sa boîte, de voir du monde, de chercher un vrai boulot. Je sais que juste quelques petits mots, saupoudrés avec parcimonie dans le fil de nos conversations virtuelles, lui feraient bondir le cœur. Je le sais, mais je ne peux pas. Je ne le veux pas. Je ne le peux pas parce que si les mots ne sont pas mon fort, je sais leur puissance et ce qu'ils peuvent engendrer. Je ne le veux pas parce qu'elle va se faire du cinéma.
Elle va croire que je l'aime comme ceux qu'elle a déjà congédiés avant moi. Elle pourrait être heureuse avec mes mots. Oui, mais combien de temps? Très vite, elle se lasserait de cet amoureux transi, de cette certitude d'un amour sans souci et sans saveur. J'ai lu quand même plusieurs fois avant. Elle est dans ma vie, que je l'accepte ou non, que je me demande 1000 fois si je veux d'elle dans mon avenir, elle y est. Je n'y peux rien parce que je l'aime, alors que je ne voudrais pas l'aimer. Je peux juste faire durer le plaisir de la douleur, la placer dans cette incertitude qui l'immobilise et jouer à l'ascenseur émotionnel. Elle ne veut pas être aimée tout court. Elle veut du pathos et de la lutte. Elle veut que je lui échappe. Elle veut me séduire sans en avoir l'air. Comme ce premier soir, dans sa longue robe blanche, cette bretelle qu'elle laissait négligemment glisser sur son épaule, assise face à moi, se mettre de distance entre son corps et le mien, la distance qu'elle avait décidée pour s'offrir sans être touchée, et regarder mes yeux suivre cette bretelle s'attarder sur ses pieds nus, l'écouter parler. Elle parlait comme un livre, et les grossièretés dans sa bouche, mêlées aux autres mots, coulaient dans la nuit, comme une musique sur une histoire qui était déjà la nôtre. Elle savait ce qu'elle était en train de faire. Au petit matin, quand elle est allée chercher cette huile pour le corps dans la salle de bain, quand elle en a pulvérisé et s'est approchée pour que je la sente, je n'ai pas lâché le bras. Je l'ai attirée tout entière contre moi. J'ai fait glisser l'autre bretelle. En riant, elle m'a avoué qu'elle ne portait pas de culotte. J'ai été désarmé par son naturel. Elle était infiniment classe et crue. Très érotique. Comme je lui ai dit connement. J'avais pas trouvé mieux. Bon, j'ai essayé de le faire plusieurs fois, mais bon, ça sort comme ça. Elle a dû bien se marrer en m'entendant cafouiller avec les mots. Elle avait passé la nuit à m'exciter l'essence. J'avais passé la nuit à tenter de ne pas lui montrer à quel point j'avais attendu qu'elle franchisse ce petit mètre, ce gouffre. Et là, elle était plaquée contre moi, légère et souple. Alors j'ai fait valser la robe blanche. Effectivement, elle ne portait pas de culotte. Nous avons dormi un peu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi avec une femme dans mes bras. Ses cheveux me chatouillaient le nez. Je l'ai relevée doucement pour ne pas la réveiller. Et à ce moment-là, j'étais bien, incroyablement paisible, à ma place. Le matin de la première nuit, je me suis vite habillé et sur le cahier posé sur la table de travail, j'ai griffonné mon numéro de téléphone. 06. Elle s'est levée, elle a collé son corps nu contre mon jean, je l'ai embrassée, elle a fermé la porte derrière moi. J'ai attendu toute la journée. Un petit mot d'elle, ou un coup de fil, mais rien. Peut-être que, mal réveillé, j'avais écrit un mauvais numéro. Peut-être que mon écriture était illisible. Peut-être qu'elle se désespérait à essayer de me contacter. Ou peut-être qu'elle était déjà passée à autre chose. Moi, je n'étais pas passé à autre chose. J'en voulais encore. J'ai appelé Marc et je lui ai demandé son numéro. Que lui écrire pour ne pas être aussi con qu'avec mon très érotique. C'était magique cette nuit. Je peux venir te voir ce soir? Je fais quelques courses. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le dîner? M'avait-elle répondu du tac au tac. Comme quoi elle attendait mon appel. Cette femme me plaisait. Elle était une sorte de croisement improbable entre Jessica Rabbit et la Belle des Champs. Une pin-up parfois déguisée en hippie avec ses yeux myosotis, sa taille fine, ses hanches marquées, sa longue tignasse safranée, son naturel et sa sophistication. Une sorte de deux en un qui ne déborde ni d'un côté ni de l'autre et qui se fond à merveille en une seule femme, sensuelle, complètement insaisissable et juste à portée de main, fragile et solide, féroce et tendre. Elle ne m'attendait pas, elle n'attendait que moi et s'efforçait de lutter contre cette évidence. Elle faisait la grande, me sortait des mots savants, prenait des attitudes, des trucs de filles intelligentes qui ont tout compris aux hommes. Oui, cette femme me plaisait, beaucoup, tellement que j'y suis retourné tous les soirs. La question ne se posait même plus. Je rentrais chez elle, elle disait chez nous. Maintenant que le décor a changé, je veux continuer à l'admirer. Je veux la regarder et me dire que j'ai de la chance d'avoir une nana pareille. Emma, mon Emma. Quand je laisse aller l'instinct parfois si primaire qui m'habite, je lui dis en déconnant, comme les mecs savent le faire, elle était bonne bébé. Ça la fait rager et moi ça me fait marrer. Alors j'insiste. Bon, chacun son humour. Hein.
Elle est en train de s'éteindre dans mon univers, la magie fout le camp. C'est ma faute. Alors, sans qu'elle le sache, je cultive son amour. Tranquillement, je sème des petites graines, je les laisse prendre racine au fond, au plus profond de son âme, et parfois, j'oublie volontairement de les arroser et de pas... J'oublie volontairement de les arroser et de leur parler, histoire qu'elles apprennent à survivre en milieu hostile. Si elles résistent à ce traitement, elles seront plus fortes et je pourrai les regarder grandir et s'épanouir. Je la malmène, je sais, mais un jour, si elle a le courage de s'accrocher sans me demander d'être un autre, un jour, j'aurai le courage d'être celui qu'elle attend. Merci Tom. Voilà une technique. Donc, voilà une histoire d'amour partagée mais compliquée. Je vais maintenant appeler un quatrième témoin, enfin un troisième témoin plutôt. Je vais appeler la chanson du roman, qui est un beau résumé du roman et qui vous permettra de juger un peu de l'histoire dans sa globalité. Alors nous allons écouter la chanson de Patricia Lenoir qui devait être présente avec nous cet après-midi, mais qui a eu des soucis de santé et qui a donc, à son grand regret, dû annuler sa venue. On est de tout cœur avec elle, on pense à toi Patricia. Alors la chanson... Vous voulez chanter une chanson, attendez? Non, on peut chanter autre chose. Oui. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Merci pour ton soutien. Jour et nuit, elle s'endort dans le gris de son HLM, loin de l'homme de sa vie, l'homme du GGN, loin d'ici sur des terres qui ont bu sur et sang. L'homme noir reste flou sur les choses qu'il ressent. Il rappelle lui à Afghanistan, en plein cœur des villes d'Afghanistan. Loin de lui, dans sa tour, elle n'est plus jamais sereine, tournant comme tournent les infos CNN. Il écrit, t'en fais pas, mon amour, prends soin de toi. Ici tout est calme et tout va bien pour moi. Il rappelle à Afghanistan, elle sait qu'il aimait pourtant. Loin de lui, la moitié de mon noir tire sa peine, et dans l'encre des nuits, écrit des mots comme ils viennent. Encore loin du jour J, trop loin du rivage, elle se laisse couler sans vivre et fait naufrage. Il rappelle à Afghanistan, de celui de rive sous le camp. Elle traîne son cœur à compter les semaines d'inquiétude, elle se meurt si peur que la vie ne lui prenne. C'est de près comme de loin, les sœurs qu'elle aime. Elle aime, elle aime, elle aime. Loin de lui, dans sa tour, elle n'est plus jamais sereine, tournant rond comme tournent les infos de CNN. Elle écrit, t'en fais pas, mon amour, tout est tranquille. De notre histoire, surtout ne perds pas le fil. Aime-moi comme tu es vraiment, moi j'en ferai tout un roman pour tuer le temps. Voilà, donc paroles et musique de Patricia Lenoir. Merci Thomas. Alors en fait, pour la petite histoire,
de cette chanson. Patricia est une amie très proche peut-être que j'anticipe tes questions, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est une amie très proche qui m'a poussée à écrire ce roman. Auparavant, j'étais plutôt blogueuse et je faisais dans des formats courts, etc. Et puis elle m'a un peu, même beaucoup, bousculée. Donc sous forme de défi, un soir, comme Patricia est chanteuse et elle compose également pour des personnes assez connues, je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, écoute, tu veux que j'écrive un roman, ben, toi fais-moi la BO de ce roman. Et elle a commencé avec sa guitare, comme ça, avec sa gratte, et puis avec un petit morceau qu'elle avait dans la tête, et puis les paroles sont venues, et puis c'est allé en studio, et ça a été enregistré professionnellement, ce que vous avez entendu. Voilà, et je pense que c'est assez réussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc en fait, la petite spécificité, c'est que sur le roman, nous avons un QR code, parce que chez Kawa, ils sont branchouilles, hein, super branchouilles. Hein. Donc on a un QR code qui permet de flasher et d'écouter la musique directement. Voilà. Voilà, donc vous, messieurs, mesdames et messieurs les jurés, vous avez maintenant les tenants et les aboutissants de l'affaire. Donc si vous avez des questions pour vous faire une meilleure idée de l'histoire, qu'a-t-il à votre disposition? Oui. Y a-t-il des questions dans la salle? Si. Moi j'ai un témoignage, surtout, c'est que j'ai failli pas venir, parce que j'en suis à la page 100 du roman, et je ne voyais pas passer l'heure, et je me disais, et à un moment j'ai regardé, je dis mince, oui. Il faut que j'y aille. Donc moi je vais dire bravo, parce qu'en tout cas, le début, c'est super. Merci, c'est voilà. super important. Alors, un premier roman, je crois que... Après, je sais pas, on en reparlera au suivant, mais un premier roman, tous les encouragements sont très très importants. Moi, je les reçois comme autant de... Vraiment, c'est énorme, quoi. Et toute cette bande de blogueurs fous, là. Oui, mais c'est bien la folie dans ce sens-là. Et qui portent vraiment... Et puis, toutes les petites phrases, les petits messages super sympas que je reçois, ça en fait partie aussi. Bah voilà, ça aide à avancer aussi. À prendre confiance, hein, parce que... Quoi de quoi, hein. J'ai quand même une question, quand même, Oui. parce que y a-t-il une ressemblance avec des personnages existants? Absolument pas. Non. De toute façon, on m'a interdit de dire la vérité, sinon je me retrouverais coulée dans le béton, il paraît. Y a-t-il d'autres questions? Oh. Ah, oui. J'ai de la... Hein? Comment on fait pour écrire un premier roman? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de temps, on déchire, on rechire... Si tu ne savais pas, toi. J'ai des questions. Là. Alors, comment ça se passe? Je crois qu'il y a des auteurs qui ont des espèces de rituels. Moi, j'en ai pas. J'ai des fois des phrases qui me viennent, et alors il faut que vite je rentre chez moi si je suis dehors pour pas l'oublier. J'ai l'air un peu débile parce que je marche en répétant à voix haute le truc pour pas que je le perde. Et j'arrive et hop, tout de suite il faut que j'écrive. Et il n'y a pas d'heure, ça peut être en pleine nuit, ça peut être quand ça vient. Et par contre ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage sur une journée et on a intérêt à être bien entouré parce qu'on devient assez infréquentable. La deuxième question. Oui. Es-tu bien entouré? Je suis entourée idéalement. Bon, il y a des jours, hein. Voilà. Ouais, Non plus, c'est pas non plus rose à paillettes, hein. Il y a des jours t'es pas en forme. C'est ça, oui, on va dire ça. Il y a des jours je suis pas en forme. Oui. D'autres questions? Il y en a d'autres en préparation de romans? Oui, j'ai bien avancé sur un roman dans un style tout à fait différent, qui sera un roman psychologique. On va dire que j'en suis au tiers de l'écriture, mais comme là je passe 22 heures sur 24 sur Facebook pour faire de la com pour celui-là, ça me laisse peu de temps pour dormir, donc encore moins pour écrire. Mais j'ai bien l'intention, dès que possible, de m'y remettre et de le sortir assez vite. Voilà. Moi, j'ai pas une question, mais j'ai une affirmation. En tant qu'éditeur, je veux dire que les premiers romans, c'est vraiment des pépites extraordinaires. Parce que c'est l'occasion de faire le point, de régler des comptes,
parfois, de dire son amour ou de dire sa haine par rapport à une famille, par rapport à un amoureux, etc. Et donc, après avoir édité peut-être 150 livres de marketing et d'Internet, enfin de lire des choses qui étaient addictives. Et moi aussi, je suis tombé dans le même travers que vous, c'est que j'ai commencé à le lire, bon, par sympathie, parce qu'on m'avait passé le manuscrit. Puis d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. D'abord, je l'ai fini, parce que ça m'était rarement arrivé d'aller jusqu'au bout d'un roman. Et j'ai trouvé ce livre extrêmement addictif. Et une fois qu'on a lu les premières pages, on n'arrive plus à s'en dépêtrer. Puis il y a des scènes, même quand on commence à s'endormir un peu, tac, il y a une scène terrible au milieu du bouquin qui relance l'action, qui est tout à fait étonnante. Donc je pense que c'est un très bon bouquin. Et surtout, disons, le ping-pong que j'ai pu avoir avec Cathy a été extrêmement productif dans les deux sens. Oui, alors ce qui est très très étonnant quand on a, parce que publier un premier roman c'est une chose, mais encore faut-il avoir un éditeur. Ça c'est encore autre chose. Écrire à côté c'est rien. Après trouver un éditeur c'est vraiment très compliqué. Et là je crois que c'est même pas la qualité du roman qui est en question, c'est la profusion. Et quand j'ai rencontré Henri, il a lu mon manuscrit et 2 jours après, il m'a envoyé un petit mail en disant « Waouh, quand est-ce qu'on se voit pour que je te publie ?» Et là, j'étais en phase de découragement où finalement je me disais « Bon, ben voilà, quoi, ce truc, je vais continuer à écrire le suivant et puis on verra bien si un jour celui-là sort, il sortira. » Et là, tout d'un coup, paf, on se prend un coup de boost. Et effectivement, nos échanges ont été du ping-pong, c'est-à-dire qu'on s'envoyait des petits textos, des trucs, t'es d'accord sur ça? Oui, je suis d'accord. Non, ça me plaît pas. Et ça a été très vite, 1 mois plus tard, le livre sortait. 1 mois. Ah oui, on a battu le record du monde. Oui, c'était un coup de foudre alors. Ouais. Pas un coup de foudre, il fallait le sortir avant l'été pour en faire le roman de l'été. Et donc, on a, disons, brûlé les étapes et fait en sorte qu'on aille le plus vite possible, et quasiment jour et nuit. Oui. Et sans regret. Non, c'est une très belle performance. J'ai une question. Est-ce que quand vous avez écrit votre livre, vous vous êtes dit je vais essayer de le rendre addictif pour essayer de capter le lecteur, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement lorsque vous avez écrit votre livre? Est-ce que l'héroïne, elle sait qu'elle est addictive? Je parle de la drogue. Je crois pas qu'elle en ait conscience. En fait, j'ai écrit... Dexter est parmi nous. J'adore. Non, je crois que en fait, j'ai écrit avec mes tripes, hein, ça c'est sûr. Ouais. Après, on ne sait jamais comment ça va être reçu. Moi, je sais comment je l'ai écrit, ce que j'ai mis dedans. Est-ce que ça va parler aux gens qui vont le lire? Est-ce qu'effectivement, il va devenir, comme on me le reproche, addictif? J'en avais pas conscience de ça. C'est pas un reproche, c'est une qualité. Non, mais là, c'est un tribunal. Alors, j'essaye de plaider, quoi. Pour écrire ça, vous avez connu un amour longue distance dans ce style pour connaître à fond les sentiments comme vous les faites ressentir? Oui. On le ressent quand nous-mêmes on l'a connu, on s'identifie encore plus au personnage. Il y a je pense qu'il y a certaines situations, quand on écrit, il y a certaines choses, on peut trouver des détails. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je ne vais pas tout dévoiler, mais dans mon prochain roman, je vais parler de quelqu'un qui se pend. C'est pas follement gay, hein, mais c'est pas tout le roman non plus. Hein. Je voulais trouver des détails sur des gens qui ont réchappé à la pendaison. Il y en a très peu, mais ils vont sur des forums, ils parlent des sensations. Donc on peut à peu près tout trouver sur Internet au niveau des ressentis et des sensations, et puis s'en inspirer pour les écrire. Quand on vit la distance dans une relation amoureuse et tout ce qu'on peut ressentir, ça c'est très très individuel, c'est très personnel. Je pense pas que j'aurais pu l'inventer sans l'avoir vécu. Voilà. Et le manque, c'est quelque chose de terrible, mais ça entretient l'amour aussi. C'est ça qui est paradoxal. Oui, je sais, Laïla. Son petit mari est loin en ce moment, mais il pense à toi. Bah oui. Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Est-ce que ça t'a paru une évidence au départ de faire une histoire au sujet d'Emmanuel et Tom, ou t'avais d'autres idées en tête? D'autres idées de romans? Oui. Non, je voulais absolument écrire. Alors après, en cours de route, là encore, il y a des choses que je peux bien sûr pas dévoiler, sinon c'est voilà. Mais l'idée générale était là, c'est-à-dire que je voulais vraiment évoquer ce sujet à la fois de la vie avec un homme qui a une vie professionnelle très secrète, très risquée, et la distance. Et comment un couple peut résister à ça. Donc ça, c'était mon idée vraiment directrice de départ, et après, bah, évidemment, au fil de l'écriture, les choses s'affinent et on y ajoute des choses, etc. Oui. Est-ce que c'est thérapeutique, l'écriture? Non. Je vois un psy. Bah oui, ça a aidé quand même. Le psy. Le psy va bien. Il est très riche. C'est un maximum de fric. Hein. Non, c'était pas du tout thérapeutique, c'était pas le but en fait. Pas du tout. J'ai pas versé de larmes en l'écrivant, pas du tout, je l'ai pas ressenti. Par contre, j'en verse. Oui, Cyril, oui. Moi, j'en verse par contre en le lisant maintenant. J'ai pris de la distance. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es auto-censuré? Est-ce qu'il y a des choses? Oui. Et on m'a censuré aussi. Ah oui. Est-ce qu'on voudrait que le livre soit publié tel qu'il a été brut, c'est-à-dire sans avoir les retouches, etc. Il n'y a pas eu de retouches. Il n'y a pas eu de retouches. Non. Henri, tu peux confirmer? Que des détails de typographie, une virgule, des virgules qui manquent. Ouais. Ah ouais, d'accord. Non, le texte est resté intouché. Là encore, c'est magnifique. Enfin, j'aurais accepté, hein, venant d'un éditeur. L'éditeur connaît son boulot mieux que moi. Et si Henri m'avait dit il faut revoir des passages, les retravailler, etc., je me serais remise au travail sans problème. Ça n'a pas été le cas. D'accord. D'autres questions? Et l'émotion, alors, quand le livre arrive dans la main? Oh là là. Bon, alors j'ai reçu mon colis et j'ai envoyé un petit mot à Henri et à Xavier, hein, qui sont tous les deux les éditeurs de la Maison Kawa, et j'en leur ai envoyé un petit mot en disant voilà, il est beau, il est vrai, il est dans mes mains, et c'est une sensation assez indescriptible, c'est la concrétisation de quand même pas mal de boulot, quoi. Et puis tout d'un coup, ça devient un objet qu'on va pouvoir tenir, dont on va pouvoir parler. On mise beaucoup d'espoir dans cet objet-là. C'est rien un livre, mais c'est tout. Il y a du boulot dedans quand même. C'est une cristallisation de travail et d'émotion. Et d'émotion. Sauf qu'il y a certains lecteurs qui l'ont reçu avant. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai passé commande dès qu'il est sorti, en fait. Bah oui. C'est vrai? Oui. Ah ouais, d'accord. C'est vrai. Il y a eu beaucoup aussi de ping-pong sur le titre, sur le visuel de couverture. Ça semble très simple quand on l'a définitif dans la main, mais si on remonte la chaîne, il y a eu des échanges durs et on ne savait pas où aller finalement, jusqu'au moment où on a trouvé la bonne piste. Oui, la couverture, le choix, c'est fait comment? Alors en fait, ce visuel-là, moi je l'avais depuis très longtemps en tête. C'était le tout premier, avant même que le manuscrit soit terminé. Je réfléchissais déjà, c'est marrant, on voit déjà le papier cadeau, quoi, tout. Et donc je voyais ça, et on en a parlé avec Henri, et c'est ce qui lui convenait aussi. Il y avait deux visuels possibles, et c'est ce qui lui convenait aussi. Donc, alors bon, c'est vrai que les petites mèches rousses... je sais pas, ça parle? Bah si, on peut les reproduire. Oui, oui, tout à fait. Leïla nous a fait un superbe book facing. Ah oui, Leïla peut le passer. Il y a ma dédicace dessus d'un côté, donc je vais faire comme ça. Hop. Voilà, donc Leïla est blogueuse, elle fait des book facing, elle fait des montages photos avec les couvertures des livres. À la caméra. Oh, il y a la caméra. Voilà. Plus loin.
En fait, on a échappé aussi à un titre, parce que le titre initial n'était pas du tout celui-là. Ah oui, alors, quel était le titre initial? Bah, en fait, c'est le titre qu'on a gardé pour la chanson, par contre, pour distinguer la chanson du roman, mais le titre initial était La moitié de l'homme en noir. Qui, moi, me plaisait beaucoup, qui ne plaisait pas tellement aux féministes, qui voyaient à travers la moitié quelque chose de réducteur, arguant qu'une femme n'est pas la moitié d'un homme. Bon, c'est vrai, mais si cet homme-là, c'est sa meilleure moitié... C'est pas ce que tu me disais ce matin. Je suis dans de bonnes dispositions, Cyril. D'autres questions? Une fois que le livre est sorti et qu'il va donc passer dans les mains de tas de personnes que vous ne connaissez pas, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu mise à nu, complètement découverte face à ces gens? Et comment c'est ressenti? Vous savez, c'est l'impression que l'éditeur a. Parce que l'éditeur, c'est le premier qui reçoit le contact de la nudité. Et c'est courageux de se mettre à poil. Et c'est aussi courageux de lire ce qui est écrit, parce que ça engage les deux parties. Oui, alors maintenant, je ne le ressens plus. Dans les premières lectures, et notamment les blogueurs qui m'ont beaucoup soutenue, on va dire que c'était mes premiers lecteurs. Et oui, j'avais cette gêne sur certains passages en me disant bon, bah, ça y est, voilà, maintenant je suis comme ça offerte sur un plateau. Et puis après, bah, on s'habitue à tout. Hein. Donc maintenant, ça va très bien. Au contraire, découvrez. C'est vrai que c'est extrêmement gênant de voir. Enfin, pour le lecteur ou... Non, pour celui qui écrit. Moi, j'écris juste des toutes petites chroniques, mais le livre m'ayant touché parce que je vis plus ou moins la même chose. Et je voulais pas, en fait, je voulais pas en parler au début, mais puis après, finalement, je l'ai dit que je vivais plus ou moins la même chose. Et en parler, c'est très difficile. Et ça fait du bien? Ça dépend. Je sais pas, il y a les petits pour ça. C'est pas tout à fait pareil de parler en public que de parler à un psy. Écrire sur son blog qu'un bouquin nous touche parce qu'on vit plus ou moins la même chose, il y a des milliers de lecteurs par mois, donc ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui le savent. Alors qu'en général, je suis très très discrète sur ma vie privée. Et là, ça fichu. Mais je rappelle que du coup, c'est un roman. Oui, tout à fait, et ça aide bien. C'est pas une biographie. Personne n'a dit que c'était une biographie. Je parle pas pour toi. Je parle pour moi. C'est toi qu'on a trop dit là. Ça m'a touché personnellement. Forcément, c'est. Tu en as dit beaucoup plus que moi. D'autres questions? Pour écrire de temps en temps dans un atelier d'écriture, je sais que quand je relis les textes, je me dis mais j'ai jamais écrit ça. Est-ce que tu as eu le sentiment toi aussi parfois de dire mais j'ai jamais écrit ça ou c'est pas moi ou... Oui. Je peux intervenir. Donc un jour on parlait avec Cathy sur Facebook et je lui cite un de ses textes qu'elle a lu aujourd'hui et qui m'avait particulièrement touché. Elle m'a dit c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas possible. Pourtant si. Oui, c'est vrai que puis il se passe quelque chose, je ne sais pas si je vais bien le décrire, c'est que quand on écrit un passage, enfin on est dans l'écriture, on écrit un passage et on essaye vraiment de trouver le mot juste. Une fois qu'on l'a trouvé, on est très content, donc on bassine tout le monde, il faut que je te dise mon truc, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc voilà, parce que moi j'étais pas dans la rétention, je kikinais tout le monde avec mon truc. Et une fois qu'on est passé, voilà, il est écrit, on passe à autre chose et après on oublie presque ce passage précédent sur lequel on s'est torturé pour trouver le mot juste. Et donc, une fois le bouquin fini, c'est vrai que et puis en plus, je suis pas encore habituée à être auteur. Alors je sais pas, je vous assure que c'est moi, hein. mais parfois c'est vrai que c'est un petit peu schizo quoi comme truc. Voilà. D'autres questions? Quand vous parlez de blogueurs, est-ce que vous avez écrit, parce que moi je ne maîtrise pas, je ne vais pas trop sur Internet, et je ne fais pas trop de communication ce genre de médias. Est-ce que vous avez écrit, comment dire, comme quelqu'un qui écrit avec un crayon tranquillement dans votre coin, ou à chaque fois vous avez lancé des perches
aux blogueurs? C'est-à-dire, est-ce que vous avez écrit votre livre en morceaux? Non, j'ai écrit mon livre au fil du temps. J'ai absolument pas jeté des choses ou des bouts de texte sur Internet. En tout cas, pas avant qu'il soit protégé à la Société des gens de lettres. Envoyé à des éditeurs, ce qui peut prouver, si on se fait piquer des morceaux de texte, que le texte est bien de nous. Une fois que le manuscrit était vraiment terminé, oui, j'ai envoyé des... Enfin, j'ai pas envoyé à des personnes en particulier, c'est-à-dire que j'ai une page Facebook sur laquelle je parle de ce que je fais maintenant, évidemment, mais où je m'intéresse à la lecture en général et à ce que font les autres. Donc je pouvais y mettre des petits morceaux de texte pour prendre des avis, mais c'est surtout mes proches que j'ai bassinés. Hein. Et en vrai, dans la vie réelle. Hein, non, pas, c'est pas vrai. Non, D'autres questions? Bon, donc nous allons... Pardon? Il y aura une suite de... Le bouquin qui est en écriture là, c'est pas du tout une suite, mais je pense de plus en plus au troisième et ça, oui. Oui. Donc, d'autres questions? Donc, la séance de procès de ce roman et de cet auteur arrive maintenant à sa fin. Donc, le verdict, bien sûr, pour vous les jurés, il sera suspendu à votre lecture. Donc, nous attendons, bien sûr, avec impatience vos retours de lecture. Quant à moi, je vais quand même mettre un verdict provisoire. Donc, le livre de Cathy m'a beaucoup touché. Il est addictif. Il est écrit avec une plume qui est pleine d'émotions, pleine d'humour. Elle est vive et comment on ne peut plus lâcher une fois qu'on a commencé. Ça, c'est certain. Et donc, en verdict provisoire, je vais condamner Madame Cathy Galliègue à procéder à une séance de dédicace immédiate et pour la suite à l'écriture de son prochain roman qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup Cathy pour ta présence parmi nous. Et bon ben j'accepte le verdict, de toute façon on ne se discute pas en général. Tu peux faire appel. Non, c'est une peine immédiate, il n'y a pas d'appel. Ah oui, c'est ça. C'est un référé. C'est immédiatement provisoire. Mais vous avez l'air de vous y connaître, il y a des avocats ici en fait, hein. Personne ne m'a défendu. Hein. Bon, alors moi je voulais quand même vraiment remercier Denis, parce que c'est assez incroyable les rencontres qui se sont faites autour de ce livre depuis qu'il est sorti. La preuve qu'il suscite l'émotion, et la preuve que... Alors je sais pas, mais en tous les cas, vraiment, il y a des super belles personnes là qui naviguent autour, c'est magnifique de se sentir porté comme ça. Denis, il se défonce comme c'est pas permis pour organiser de belles choses, voilà... Les petites nanettes blogueuses là qui sont formidables aussi, qui sont géniales. Leïla, Sophie. Les autres je les connais pas encore, mais ça viendra. Et puis vraiment c'est un livre qui a généré plein de superbes choses. Et il y a des surprises là qui vont arriver la semaine prochaine. Je mettrai sur Facebook des trucs de folie, des petits trucs de folie. Donc merci du fond du cœur. Et du coup je vais appliquer la sentence. Donc voilà, donc Cathy se tient à votre disposition, les livres sont en vente là-bas. Et je vous rappelle aussi que nous sommes dans un salon de thé et qu'il y a un biscuit qui a été créé spécialement pour... Quoi ? Déjà en photo, il a l'air beau. Oui. Un biscuit a été créé spécialement pour le roman. J'ai pas vu. Je vois comme tu es. Donc, t'es fou. Voilà, t'es fou. En bas. Donc, allez voir Nathalie, elle vous expliquera tout. Donc voilà, Cathy. Moi, je vous remercie d'avoir fait l'effort d'être là. Ça fait 10 ans, ça fait plaisir. Merci à tous d'être venus, surtout qu'il y en a qui sont venus de loin. Hein, voilà. C'est vrai, ouais. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, quand même. Oh, merci, vraiment. 50 minutes d'interview quand même. Et Cathy vient quand même de Versailles.
Donc, ah ouais, bah alors. Voilà. Enfin, j'avais mon pilote. Voilà, donc. Moi, j'ai fait siège couchette. Et donc, on a une blogueuse qui vient de Belgique, là aussi. Hein. Oui, Sophie. Voilà. Ça y est, on a arrêté la conjoncture. Voilà, bah, merci beaucoup à tous. Et puis, je vous laisse entre les mains de Cathy. Et puis, donc, les livres sont à disposition là-bas. Voilà, merci.